Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des Indiscrets sur le Média, votre rendez-vous hebdomadaire politique avec Nils. Grâce à son carnet d'adresses sans égal, Nils nous permet d'arpenter chaque semaine les coulisses de la politique française et avouons-le, on adore ça. Alors au sommaire, cette semaine, tout ça pour ça, la commission d'enquête sur les liens supposés entre LFI et l'islamisme lancée par la droite a accouché d'une souris. Nils revient bien évidemment sur cette opération de communication dirigée contre la gauche. Deuxième sujet, Fillon, Sarkozy, le retour des revenants de la droite. Les deux hommes politiques, tous les deux lourdement condamnés, ne se privent pas d'intervenir sur la scène politique avant bien évidemment en 2027. On va en parler bien sûr avec Nils. Nils, bonjour. Salut à toutes et à tous. Alors on le disait en début d'émission, le rapport de la commission d'enquête sur les liens supposés entre les partis politiques, bien sûr LFI, c'était LFI qui était ciblé, et l'islamisme, et bien une commission d'enquête qui a accouché, on le disait, d'une souris parce qu'il n'y a aucune grande révélation, on s'en doutait bien sûr. Alors oui, c'est vrai qu'on s'en doutait un peu, sauf effectivement énorme surprise, mais c'est au final un document assez décevant qui a été livré par la droite cette semaine, malgré une offensive médiatique tous azimuts lancée il y a quelques mois. On nous promettait du lourd, enfin des preuves tangibles que la gauche, et notamment principalement LFI, la France Insoumise, était gangrénée par l'islamisme. Et bien au final, c'est un peu la déception, et même nos confrères, enfin si on peut appeler ça des confrères du Figaro, de CNews, bref, de la presse et des médias conservateurs, voire d'extrême droite, ont été obligés de reconnaître que ce n'est pas Noël, en tout cas pour la droite. Regardez. La députée macroniste Caroline Yadan dit il n'y a pas, donc qui faisait partie de cette commission et qui en soutient les résultats, il dit il n'y a pas de découverte, au moins il y a une clarification. Je crois que ça résume assez justement le rôle que va jouer ce rapport. Pas de grande découverte, on tombe pas de sa chaise, on ne découvre pas d'un coup qu'il y a une stratégie d'entrisme islamiste qui est accompagnée par une forme de collaboration active de la France Insoumise. Voilà, donc on ne tombe pas de sa chaise, je reprends les mots de ce journaliste du Figaro, c'est le moins qu'on puisse dire en parcourant le fameux document. Au point que Laurent Wauquiez lui-même a été pris à partie, le pauvre, par Sonia Mabrouk. C'était sur Europe 1 cette semaine. Décidément, on n'est plus en sécurité nulle part, même chez les médias amis. Regardez ça. Je vous rappelle qu'on a eu le courage de la monnaie, qu'elle a été très difficile à obtenir et que vous aurez aujourd'hui... Courage de la monnaie, monsieur Wauquiez. Mais vous savez que tout le monde s'est défilé. Oui, je le vois. Vous savez que ça a été un combat constant. Oui, on a vu que tout le monde s'est défilé au moment où il fallait être présent. Vous savez que même le RN a refusé de prendre la présidence avec nous. Et on va poser la question à Marine Le Pen notamment. Merci. Qui sera demain soir notre objectif à nous, c'était de démonter la LFI. Voilà, donc un échange plutôt tendu. Alors il faut lire les 639 pages du rapport pour finalement apprendre que le préfet des Hauts-de-Seine, par exemple Alexandre Bruguère, qui se vante de lutter contre l'entrisme islamiste, a dû reconnaître sous serment qu'il ne dépose pas d'éléments permettant d'affirmer qu'il existe des liens structurels entre les islamistes et ce mouvement politique, donc la France Insoumise. Alors il faut rappeler qu'avant d'être bombardé préfet, Alexandre Bruguère a été militant UMP, élu LR à Asnières, puis conseiller de Darmanin de 2017 à 2023. Pas plus de succès avec son collègue préfet de Seine-Saint-Denis, Julien Charles, qui a indiqué ne pas avoir identifié de lien organisationnel entre la mouvance islamiste et des mouvements politiques, dont la France Insoumise. Et puis, les députés de droite et d'extrême droite n'ont pas eu davantage de chance avec le préfet de Haute-Garonne. Pareil, il n'y a rien, voilà. Pire pour les Républicains, l'audition du directeur de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, alors pour résumer, c'est les anciens renseignements généraux ou renseignements territoriaux, s'est retourné contre la droite et le RN, questionné sur des liens entre des groupuscules d'extrême gauche surveillés par les renseignements pour leurs supposés liens avec des islamistes. Voilà ce qu'a répondu le haut fonctionnaire. Alors on rappelle qu'il n'y a pas d'image de ces auditions pour les personnalités, les hauts fonctionnaires du renseignement, parce que évidemment leur identité est protégée. Voilà, donc voilà ce qui explique ce haut fonctionnaire. Non, il y en a
très peu, même si cela doit parfois leur traverser l'esprit. L'ultra-gauche essaye de manière récurrente d'embarquer les jeunes des quartiers, mais cela n'a jamais vraiment fonctionné. Et donc le préfet, ce haut fonctionnaire continue. En revanche, une certaine frange marginale, groupusculaire sinon individuelle de l'ultra-droite négationniste se rapproche par antisémitisme pur de certains islamistes ou référents religieux islamistes qui tiennent des propos antisémites, souvent hors de nos frontières. Voilà ce qu'a répondu Hugues Bric, le directeur de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris. Il était interrogé le 24 novembre 2025. Donc pour résumer, Amira, ce ne sont pas, c'est pas l'ultra-gauche qui essaye de draguer les islamistes à tout prix, c'est plutôt l'ultra-droite, donc c'est-à-dire l'extrême droite, les groupuscules néo-nazis, et puis surtout les groupuscules antisémites à droite de la droite. Voilà, donc c'est un peu l'arroseur arrosé. Oui. Oui, parce que ce qu'on peut dire, on se rappelle très bien que Laurent Wauquiez, il a fait des pieds et des mains pour installer cette commission d'enquête. Il doit être sacrément déçu. Oui, il avait utilisé son droit de tirage. Donc, c'est effectivement tous les groupes politiques de l'Assemblée ont un droit de tirage et donc peuvent demander la création d'une commission d'enquête, sur un sujet qui leur convient. Et donc, effectivement, Wauquiez avait un peu tout fait pour la faire aboutir, cette fichue commission. Et effectivement, le but en fait politicien était tellement outrancier et tellement peu subtil que l'intitulé de la commission a été retoqué une première fois, ce qui est quand même assez rare à l'Assemblée. Et du coup, effectivement, on lui a reproché de chercher à nuire à la France insoumise. Et d'ailleurs, Wauquiez ne s'en cache pas. L'objectif affiché depuis le départ par sa commission était en effet de déceler de prétendus faisceaux d'indices, je cite, permettant d'établir des liens de complaisance entre les mouvements de gauche et l'islamisme. Alors évidemment, Jean-Luc Mélenchon a lui aussi été convoqué devant la commission à l'Assemblée nationale. Et sans surprise, il a un peu plié le match. Regardez. Monsieur Wauquiez, c'est lui qui a inventé cette commission. Il s'y est tellement mal pris qu'il a fallu en changer le nom. Et pour finir, il vous abandonne, il vient même pas là. Il a peut-être des idées, c'est lui qui a inventé l'idée que nous serions responsables, nous, les insoumis, de je ne sais quelle connivence. Où est passé monsieur Wauquiez? Pourquoi ne vient-il pas ici? Pourquoi ne vous supplie-t-il pas, Président, de pouvoir venir vous tenir informé de ce qui l'a motivé à nous pourchasser comme il le fait? Je passe à propos de monsieur Retailleau ou de monsieur Hollande, qui étant président de la République, ayant avoué publiquement qu'il avait pris des décisions extrêmement rudes à l'égard des ennemis de notre pays, si vous voulez bien vous souvenir de ce à quoi je suis en train de faire allusion. Voilà, et donc on le disait, la montagne accouche d'une souris. Au final, faute de preuves tangibles, la commission d'enquête accuse LFI de proximité, je cite, avec des individus propageant l'idéologie islamiste. Et le mouvement de Jean-Luc Mélenchon est accusé d'employer une stratégie clientéliste passant par l'instrumentalisation de la cause palestinienne, notamment après l'attaque terroriste du 7 octobre contre Israël. Donc en fait, il n'y a vraiment rien de nouveau. C'est un peu flou tout ça. C'est hyper flou et surtout, c'est pas vraiment étayé. Alors, les députés de droite et d'extrême droite dans le rapport ciblent des élus LFI, selon eux, complaisants avec des individus proches de mouvements islamistes. Les auteurs du rapport affirment, en prétendant défendre les musulmans, certains élus de LFI soutiennent en réalité des individus proches des mouvements islamistes. Et sans surprise, là encore, c'est l'eurodéputé Rima Hassan qui est pointé du doigt, ou encore le député Thomas Porte, la France insoumise. Alors, j'ai quand même posé la question à une source chez LR, pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils en pensaient en interne. Est-ce que cette commission avait atteint son but? Manifestement, c'est pas le cas. Et voilà ce que m'a expliqué le cadre, les Républicains que j'ai interrogé. Il me dit: le but de cette commission, ce n'est pas de faire la vérité, mais d'installer l'idée que la gauche et surtout le LFI est lié à l'islamisme. Mais c'est un jeu dangereux, ça pourrait se retourner contre nous. Et oui, selon ce cadre, les Républicains, si l'extrême droite arrivait au pouvoir en 2027, rien ne dit qu'elle n'en profiterait pas pour attaquer à son tour la droite dite modérée à coups de prétextes bidons. Donc en fait, c'est un peu un jeu dangereux auquel effectivement se livre Laurent Wauquiez, puisque instrumentaliser comme ça des commissions d'enquête, qui vraiment un pouvoir des parlementaires, un pouvoir de contrôle qui est constitutionnel, qui est inscrit dans la Constitution, ça pourrait se retourner contre leurs auteurs. Enfin, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la France insoumise a aussi un petit peu joué avec le feu avec ses commissions d'enquête. Ça lui a d'ailleurs été reproché sur d'autres sujets et puis d'autres commissions d'enquête qu'elle
a pu mener sur l'affaire Betaram notamment. Alors, c'est évidemment pas le but de la commission était autrement plus vertueux sur Betaram que sur les liens entre mouvements politiques de gauche et islamisme. Hein. C'est pas évidemment, je remets pas en cause l'intitulé de la commission, mais on a effectivement accusé LFI un petit peu de chercher à faire le buzz sur ces sujets. Effectivement, certains élus, sur leur compte X, sur leurs réseaux sociaux, ont repris les meilleurs moments entre guillemets de cette commission et puis ont un petit peu joué un jeu médiatique et politique un petit peu dangereux et qui leur a été reproché. Donc là, effectivement, le but de la droite, c'était un peu d'essayer de leur rendre l'appareil, et puis ça s'est effectivement retourné contre les Républicains. Et puis pour Wauquiez, il s'agissait aussi de se faire de se refaire plutôt une santé politique. On rappelle qu'il avait été lourdement défait face à Retailleau pour la présidence des Républicains. C'était quoi les chiffres déjà? Alors les chiffres, c'était une sacrée gamelle quand même. Retailleau l'avait emporté avec plus de 74% des voix contre 25%. C'était en mai dernier. Et effectivement, pendant cette campagne en interne, Wauquiez s'était autoproclamé comme le rempart à droite contre la France insoumise et surtout contre Mélenchon, désigné comme l'ennemi providentiel. Et puis pour la droite, c'est aussi un moyen de tenter de briser l'union de la gauche avant les municipales et la présidentielle. Alors, entre nous, je ne sais pas si la gauche a vraiment besoin de la droite pour se désunir et se briser. Manifestement, ils y arrivent très bien tout seuls. On en parle régulièrement dans cette émission. Mais voilà ce que m'explique un député PS. Le Front de gauche a été un formidable outil électoral lors des dernières législatives. Oui, forcément, ça lui a permis d'être réélu. Avec les accords passés entre le PS, les écolos, le PCF et LFI. Et c'est évidemment ce qui fait peur à la droite. Voilà. Et bon, alors le sujet n'est pas seulement électoral, il est aussi sur le rôle de ces commissions d'enquête à l'Assemblée. Est-ce qu'elles ne sont pas en train finalement d'être dévoyées de leur mission principale? En tout cas, sur cette commission-là, c'est sûr. On écoute Yael Braun-Pivet, qui a rappelé à l'ordre un petit peu les députés. Une fois n'est pas coutume. Je plaisante. Regardez. Parfois, les commissions d'enquête peuvent être dévoyées ou utilisées à des fins politiques. Il faut faire attention parce que c'est un formidable outil de contrôle du Parlement sur l'action des pouvoirs publics. Et donc, il faut veiller au respect des règles. Les travaux sont dévoyés pour des raisons politiques. Doivent le faire. Donc effectivement, les live tweets, le fait que des personnes auditionnées ou qui vont l'être l'apprennent par voie de presse interposée avant même de recevoir une convocation. On voit bien que parfois les auditions sont compliquées. Donc... Voilà, donc alors il ne faut pas rêver. Yael Braun-Pivet n'a pas critiqué la commission d'enquête anti-LFI. Elle déteste la France insoumise, ça n'a pas changé, il n'y a pas de cadeau de Noël. Elle critique évidemment l'audition et la commission d'enquête qui se tient en ce moment même sur France Télévisions, et elle critiquait évidemment l'audition des éditorialistes Patrick Cohen et Thomas Legrand, qui a quand même pris des airs de procès politique. C'était effectivement ce jeudi. En tout cas, pour en revenir à la commission d'enquête sur LFI, le rapport a accouché de 32 recommandations peu crédibles. Alors, il s'agit éventuellement de proposer d'interdire au ministre du culte de donner des consignes électorales dans un lieu de culte. Comprendre les imams dans les mosquées, ou encore encadrer les investitures données dans les partis politiques. Pas sûr que le Conseil constitutionnel validerait de telles mesures, il faut bien le dire, qui sont quand même assez liberticides. Et puis, pour étayer leur jugement, les députés se sont appuyés notamment sur le témoignage de Cédric Brun, un conseiller régional des Hauts-de-France qui a quitté LFI. Autant dire que sans remettre en cause son témoignage, on va dire que c'est quand même très très orienté politiquement. Et puis il y a aussi des journalistes du Point qui ont défilé devant la commission, notamment Erwan Seznec, Nora Buzini, et cette dernière, son nom est cité quand même 70 fois dans le rapport. C'est ce qu'observe notre confrère de Mediapart. Voilà, ça fait beaucoup. Et d'ailleurs, le Point s'est auto-félicité de cette commission d'enquête dans un article dateur sur le sujet. Voilà. Alors, du côté de LFI, qu'est-ce qu'on a dit? Je pense que c'est très facile de démonter ce genre de commission d'enquête parlementaire. Oui, Jean-Luc Mélenchon en a fait son miel, et la France insoumise aussi par ricochet. On dénonce une commission d'enquête qui atteint des sommets d'absurdité inégalés. Les téléspectateurs de ces chaînes et la rediffusion sur nos réseaux sociaux, l'audition de Jean-Luc Mélenchon a cumulé plus de 30 millions de vues. L'un des meilleurs meetings que nous ait offert Laurent Wauquiez, se félicite donc la formation politique de Jean-Luc Mélenchon dans un communiqué. Allez Nice, c'est l'heure de passer à notre deuxième sujet. Alors on est à une semaine de Noël, c'est dans quelques jours le réveillon, mais on se croirait plutôt à Halloween. Dis-nous pourquoi.
Ah oui, c'est le retour de 2 morts vivants de la politique pour le prix d'un. On a longuement évoqué, on est longuement revenu sur celui de Nicolas Sarkozy la semaine dernière, pas seulement dans mon émission, mais aussi à l'antenne du Média, et surtout du soutien de l'ancien président désormais délinquant au RN pour 2027. Eh bien, figurez-vous qu'un autre fantôme de l'UMP fait son grand retour, c'est François Fillon. L'ancien Premier ministre se livre comme jamais dans un entretien fleuve au Figaro. Bon, on ne se refait pas, il n'allait pas faire un entretien fleuve aux médias. Bon. Et voilà ce qu'il déclare notamment: « J'ai commis des erreurs, elles ont entraîné l'élection d'un président qui a plongé la France dans une crise politique majeure. » Voilà, des erreurs, entre guillemets, selon l'ex de Sarkozy. Alors, il a surtout commis des infractions pénales dans la fameuse affaire du Penelope Gate, dont le délit de détournement de fonds publics qui lui ont valu une condamnation confirmée en appel puis en cassation au bout de 8 ans de procédure. Je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre. Pour ne rien trahir de ses propos sans équivoque, les voici, cette fois en version originale. À l'instant où elle prononce ces mots, elle a pourtant été salariée pendant au moins 4 ans en tant qu'assistante parlementaire de son époux. Alors au début, il avait été condamné à 4 ans de prison, dont 1 an aménagé sous bracelet électronique. Je pense que ça vous rappelle quelqu'un de célèbre, son ancien patron. Alors lui, François Fillon, il s'est pourvu en cassation, il a obtenu un 3e procès. Alors le procès en cassation s'est tenu sur la peine, c'est-à-dire que ses avocats et lui-même estimaient que la peine était mal justifiée par le tribunal. Et la Cour de cassation a suivi, effectivement, et a estimé que la sanction était mal motivée. Et donc finalement, François Fillon a réussi à échapper à la prison et au bracelet électronique, contrairement donc à Nicolas Sarkozy, mais il a quand même écopé d'une lourde amende, 375 000 €, et puis surtout il y a l'opprobre public autour de cette condamnation. Alors il doit aussi rembourser le reste des dommages et intérêts à l'Assemblée nationale, des fameux salaires qui ont été donnés à sa femme Pénélope, donc pour un travail qui n'a pas été effectué, c'est la justice qui le dit. Au total, il y en a quand même pour 800 000 €, solidairement entre l'ex-premier ministre, son épouse Pénélope, donc, et son ancien suppléant. Mais François Fillon n'en démord pas, il le redit dans le Figaro. Pour lui, la justice, je cite, a interféré dans un processus démocratique dans des conditions inédites en 2017. Ça veut dire quoi, là? Il est en train de jouer la victime, il estime qu'on lui a volé l'élection, c'est ça? Ouais, c'est un peu le discours de Trump avant sa réélection aux États-Unis, en fait. Voilà. Et puis sur le fond, François Fillon est assez amer. Il dézingue à tout va la classe politique et notamment son camp à droite, en expliquant qu'aucun de ses camarades n'a le pédigré pour lui succéder. Voilà, c'est très étonnant. Il s'en prend aussi à Emmanuel Macron. Voilà ce qu'il dit: à la place d'Emmanuel Macron, je tirerai les conséquences de l'état du pays et donnerai ma démission. Rien que ça, pour ne pas faire perdre 18 mois au pays. Et s'il décide d'aller au bout de son mandat, alors il devrait dissoudre l'Assemblée nationale et rendre la parole aux Français. Voilà ce que déclare notamment François Fillon. Voilà, ça c'est fait. Wauquiez, il en prend aussi pour son grade. L'ex-premier ministre se dit atterré par le vote du budget par LR en soutien à Lecornu. Il faut dire aussi que son petit camarade lui avait glissé quelques cailloux en 2017 lors de la campagne. Et puis il avait eu cette petite phrase très prémonitoire au début du scandale. J'aimerais bien dire clairement, j'appelle à un vote utile pour la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire voter, vous qui nous écoutez, en fonction de ce que vous attendez pour votre pays. Pénélope Fillon, dans 6 mois, on n'en parlera plus. Les affaires de François Fillon, c'est pas dans sûr, 6 mois... ça, monsieur Wauquiez, vous n'en savez rien, la procédure, elle peut durer Bien longtemps. sûr, mais ce que je pense, c'est que dans la hiérarchie d'importance du vote et de la façon de structurer son vote, ceux qui nous écoutent doivent se poser quoi comme question? Les vrais sujets. On a un pays qui n'a jamais été autant au bord du gouffre. Ils peuvent se demander si le président pourra faire appliquer la politique qu'il veut faire appliquer dans la situation dans laquelle il sera. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je crois encore la victoire possible, à condition qu'on ait le courage de dire le sujet, c'est pas François Fillon. C'est ça. Le sujet... donc François Fillon, honnête, malhonnête, ça nous est égal. Et vous ne niez pas qu'il ne l'est pas, mais c'est pas ce qui compte. Non, c'est pas du tout ce que je vous dis. Je comprends ces questions, elles sont parfaitement légitimes. Mais quand ces questions deviennent les seules questions et que tout le reste passe complètement à l'arrière-plan, je dis attention, cette élection présidentielle va tourner à la supercherie. Voilà, donc selon Wauquiez, l'affaire allait s'éteindre d'elle-même. L'affaire Penelope Gate, on a vu ce qu'il en était advenu. Et on va reparler de Sarkozy, bien évidemment. Alors son livre, est-ce que tu l'as lu, Nils ?
Alors, j'ai reçu. Ce qui est bien, c'est que tous les journalistes politiques ont reçu le bon à tirer. C'est-à-dire que d'habitude, tu sais, on reçoit les livres en envoi presse, souvent avant leur parution, pour pouvoir effectivement lire ce qu'on appelle les bonnes. On reçoit les bonnes pages, par exemple, c'est-à-dire les extraits les plus croustillants, ou en tout cas qui sont présentés comme tels par l'éditeur. Voilà, on reçoit ça par coursier ou par courrier. Bon, là, en fait, on a tous eu le PDF, entre guillemets, voilà, par voie électronique, et puis on a reçu carrément le bon à tirer. Hein. Donc, c'est pour te dire à quel point Fayard a pilonné médiatiquement pour vendre le journal d'un prisonnier, hein, qui a été écrit en 3 semaines de détention à la prison de la Santé. Nous, on a une collègue ici qui l'a lu et ça a été très très dur pour elle. C'est un peu la double peine pour les journalistes. Moi, j'en ai lu des extraits. Alors, je n'ai pas tout lu, j'avoue. J'ai parcouru, j'ai lu en diagonale, voilà. Tu n'avais pas besoin d'aller bien profond, hein, franchement. Oui. Et puis, on a appris notamment que Nicolas Sarkozy avait appris à se servir d'un téléphone lui-même en prison. Voilà, donc c'est quand même, voilà, au moins ça a été une expérience qui lui a servi. En tout cas, bon, trêve de plaisanterie. L'ouvrage s'est quand même vendu à près de 100 000 exemplaires en seulement 4 jours. Hein, c'est ce qu'explique la maison d'édition Fayard. Un chiffre qualifié de phénoménal par l'entreprise détenue par Vincent Bolloré, on rappelle, qui a racheté Fayard. Alors, c'est vrai que Sarko fait mieux que Bardella, qui a aussi publié chez Fayard, dit donc, son second ouvrage, Ce que veulent les Français. On en a parlé la semaine dernière. Alors, pour Bardella, c'était le jackpot, 700 000 € de droits d'auteur. Hein, c'est quand même pas mal. C'est Le Point qui avait révélé ce chiffre. Et apparemment, Nicolas Sarkozy espère faire mieux. Et puis surtout, il a trouvé une technique imparable pour dédicacer plus de livres que Jordan Bardella. C'est l'hebdomadaire Challenge qui nous en parle dans ses indiscrets de la semaine. Il se contente d'inscrire le prénom du demandeur et de parapher pas plus de 15 secondes chrono. Voilà, donc c'est imparable, on l'a dit. Bon, il y a une compétition un peu ridicule, effectivement, entre les deux hommes, mais c'est surtout le fond politique qui nous importe. Et François Fillon, comme Nicolas Sarkozy, adoube le RN en affirmant que le parti d'extrême droite se situe dans l'arc républicain. Voilà ce qu'il affirme aussi dans le Figaro, François Fillon. Tous les partis qui respectent la Constitution font partie de l'arc républicain. C'est clairement le cas du Rassemblement national. On pourra en discuter. C'est moins clair pour la France insoumise, continue l'ancien Premier ministre, dont nombre des membres poursuivent un projet révolutionnaire assumé. Appeler au Front républicain serait un déni de démocratie qui ne pourrait engendrer que la violence, explique François Fillon. Alors voilà, bon, chacun se fera son idée sur ce type de propos. Et puis, pour Nicolas Sarkozy, je reviens sur Nicolas Sarkozy, si les droits d'auteur de son nouveau livre s'annonce tout aussi juteux, ça va peut-être lui permettre de maintenir son niveau de vie s'il se voit interdire d'exercer son métier d'avocat. Un collectif de confrères avocats a saisi mardi la procureure générale de Paris pour demander l'ouverture d'une enquête déontologique visant l'ex-président, estimant notamment que ces condamnations définitives portent atteinte aux principes essentiels de la profession. Voilà, c'est une information de l'Informé. Et oui, on l'oublie parfois, mais Nicolas Sarkozy est avocat. Il a même un numéro de TOC, un R175, et il est avocat au barreau de Paris depuis 1981. Voilà, ça fait un moment quand même. Il est membre depuis presque 40 ans du cabinet Claude et Sarkozy, qui a été rebaptisé Realize en 2020, rappelle le Figaro. Et puis, l'ex-président a été condamné définitivement à 2 reprises, on le rappelle, pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes, également appelée Bismuth, et dans l'affaire Big Malion sur le financement de sa campagne présidentielle de 2012. De quoi faire dire à ce collectif d'avocats qu'il ne peut plus représenter la profession. Et à certains Français qui ne peuvent plus représenter le pays. Merci en tout cas, Nils, d'avoir été avec nous. Et je crois qu'on se retrouve... Merci beaucoup. Ouais, très bientôt pour une édition spéciale Noël, c'est ça ? Exactement. J'en profite déjà pour souhaiter de joyeuses fêtes à tous nos abonnés, à tous ceux qui nous suivent. Merci pour votre soutien. C'est grâce à vous qu'on poursuit cette émission. Et puis, effectivement, on devrait se retrouver, si je ne me trompe pas, le 26 décembre pour une émission spéciale Noël. Voilà, on a hâte. Et on n'en dit pas plus. Exactement. Merci Nils, en tout cas, très belle fête, joyeux Noël, bonne année, en tout cas, belle fête de fin d'année. À bientôt à tous et à toutes. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette édition, de ce numéro des Indiscrets. Et comme l'a dit Nils, comme l'a très bien dit Nils, on a besoin de vous. C'est grâce à vous que cette émission existe. Alors continuez de nous soutenir. À très vite sur le média.